Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je vais te présenter l'épisode et l'invité et le sujet dont il est question dans quelques instants, juste après le traditionnel remerciement à tous les soutiens participatifs du podcast qui constituent la communauté des Patreons. Pour rappel, cette communauté fait en sorte de soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois et on peut échanger, on partage au travers de différents moyens de communication comme des groupes WhatsApp, comme des week-ends annuels. On a différents outils de communication, notamment la traditionnelle visio mensuelle qui nous permet d'échanger, de faire des retours sur les épisodes, etc. Donc le groupe vit bien, le groupe vit très bien dans cette communauté. Et si tu souhaites nous rejoindre, c'est sur patreon.com/Let's Try le podcast. Je veux remercier les nouveaux arrivants dans la communauté qui ne sont autres que Mathieu Gomez, Philippe Cruz Rosa, Alexandre Rousseau, Émilie NTT, Régis Couder et Mélanie 2013. Merci à tout le monde, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette communauté. C'est vraiment un geste fort de sens et qui me touche énormément et qui me pousse à continuer à vous proposer du contenu. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour et du sujet du jour. Dans cet épisode, j'ai souhaité faire appel de nouveau à un des micronutritionnistes qui travaille énormément dans le milieu du trail running actuellement et qui n'est autre que Sébastien Diffenbronn, qui est également d'ailleurs Patreon, je le remercie de tout cœur. Et nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur à Sébastien, puisque c'est lui qui m'a sollicité pour partager ses connaissances et pour aller un peu plus en détail dans les soucis hormonaux liés à la pratique des sports d'endurance et notamment pour les femmes. Et donc dans cet épisode, nous allons parler au-delà et en complément de ce qui avait été dit par Blandine Hirondelle et Marion Delespierre sur le sujet du syndrome RED-S. Je vous renvoie à l'épisode numéro 185. Nous avons souhaité approfondir un peu ce sujet pour aller un peu plus en détail sur notamment l'aspect nutriments, quels peuvent être également les éléments qui peuvent accentuer ces problématiques hormonaux liées à la pratique des sports d'endurance. Et vous allez l'entendre, cet épisode est assez complémentaire au numéro 185 et vraiment n'hésitez pas à nous solliciter par mail pour avoir des compléments d'informations. Nous essaierons de répondre à vos interrogations de la manière la plus claire et la plus rapide possible. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à letstrail08@gmail.com. Allez, après cette introduction, je vous laisse profiter de cet échange sur les troubles hormonaux féminins dans le cadre des pratiques de sport d'endurance avec Sébastien Diffenbronn. Bonne écoute. Salut Seb, je te remercie énormément de nous retrouver une nouvelle fois sur le podcast. Comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça me fait plaisir. Ça va, super. De te retrouver. Oui. Et on peut le dire clairement, tu fais partie officiellement des soutiens participatifs du podcast, donc on échange énormément en dehors de ces épisodes-là. Tu alimentes bien la communauté, donc je te remercie pour ça et puis je te remercie énormément pour ton soutien. Avec plaisir. Tu étais intervenu à plusieurs reprises dans le LTP, notamment sur un épisode qui avait fait pas mal parler sur le sodium. Ouais, voilà, t'avais eu des retours sur cet épisode-là, toi de ton côté ? Oui, j'ai eu des très bons retours sur ce sujet sur ce podcast qui avait pas mal aidé les gens, effectivement, parce que ça reste un sujet malheureusement pas assez pris au sérieux dans le ravito, surtout sur du long, comme on en avait discuté à l'époque. C'est clair. Et puis donc là aujourd'hui, et puis avant de présenter le sujet, je te laisse un petit peu, pour ceux qui te connaissent pas, celles et ceux qui te connaissent pas, dresse-nous un petit peu le portrait de qui tu es, et ceux qui n'ont pas écouté le précédent épisode sur le sodium. Qui es-tu, Seb ? Alors, avant tout, je suis trailer, je fais un peu de cyclisme, etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de la micronutrition et accompagner les sportifs essentiellement pour aller optimiser leur micronutrition au quotidien. C'est ça, je dirais, mon job premier sur cette partie-là. Et puis ensuite, de fil en aiguille, c'est là où
on en arrive à ce podcast où je me suis intéressé au sujet que je vais te laisser peut-être présenter. Tout à fait. Alors on va parler des soucis hormonaux féminins en lien avec les sports d'endurance principalement. Hein, tu me dis si je me trompe. Oui. Et pourquoi tu as souhaité... déjà, explique-nous pourquoi particulièrement ce sujet t'intéresse particulièrement le sujet des problèmes hormonaux féminins. Alors en fait, j'accompagne des sportifs depuis quelques années, sportifs et sportives, et en fait, j'ai rapidement vu qu'il y avait des problèmes hormonaux et beaucoup plus chez les sportifs. Bon, et en fait, je me retrouvais un petit peu bloqué parce que qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider. Voilà. Et puis du coup, je me suis retrouvé un petit peu de fil et en aiguille à creuser beaucoup ce sujet il y a quelques années en arrière, aussi pour des raisons personnelles, quelqu'un dans mon entourage aussi qui avait des soucis hormonaux. Et voilà, je me suis formé sur ce sujet aussi il y a quelques années, et du coup, bah voilà, je me retrouve en fait avec de plus en plus de problèmes hormonaux chez les femmes sportives, et d'autant plus que, en fait, les langues se délient de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des podcasts, il y a des athlètes qui en ont parlé, il y a des athlètes qui ont fait des REDS, qui en ont parlé, des athlètes qui ont des problèmes hormonaux, des aménorrhées, etc., qui en ont parlé. Et en fait, du coup, comme ça, on se retrouve à en parler de plus en plus. Les femmes en parlent de plus en plus, c'est moins tabou. Et voilà, tout simplement. Le sujet du REDS, est-ce que tu peux rapidement définir ce que c'est? On en avait parlé dans un épisode avec Blandine et Marion. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, définir globalement ce qu'est un REDS? Alors, pour faire simple, je dirais que c'est un déficit énergétique et ou trop de dépenses énergétiques liées au sport. Voilà, pour faire globalement simple, c'est ça. Après, pour rentrer un petit peu dans les conséquences qui avaient bien été développées par Blandine et Marion à l'époque, on a des troubles osseux, des troubles cardiovasculaires, des troubles sur la partie neuropsychique. Bon, je détaillerai pas plus, elle l'avait très bien fait à l'époque. Là, c'est plutôt dans un but d'aller creuser un petit peu plus le sujet, parce que en fait le REDS, c'est qu'une partie de l'équation. Tu vas voir qu'en fait c'est pas si simple, c'est pas simplement qu'une histoire des calories qui rentrent et qui sortent. Ouais, c'est pour ça que tu avais suite d'ailleurs à l'épisode 185 qui était sorti en juin 2023 sur ce sujet. On avait dressé un tableau un peu général et les conséquences globales de ce que pouvait être le REDS. On rappelle Relative Energy Deficiency in Sport. Et donc toi, suite à cet épisode, tu m'avais contacté en me disant oui, c'est vrai que ça pose les bases du sujet, ça pose les bases de la problématique, mais malgré tout, toi, avec ton expérience et tes connaissances et ta spécialisation, notamment au travers de tes formations, tu t'es rendu compte qu'il y avait, c'était vraiment beaucoup plus complexe qu'un simple déficit calorique qui engendrait ces problématiques-là. Ouais, exactement. Je dirais peut-être dans la moitié des cas, ça suffit. Mais en fait, il reste quand même une autre partie des femmes où ça suffira pas. Pour les raisons qu'on va évoquer après, tu vas voir. C'est plus complexe que vraiment des calories. Parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de calories, il y a des histoires de macronutriments, glucides, protéines, lipides. Si on manque de l'un, de l'autre, etc., on va se retrouver potentiellement, le total calorique est peut-être bon sur la journée, l'apport calorique est peut-être bon, il n'y a peut-être pas trop de sport, mais il manque quand même dans la balance un des macronutriments. Et puis on va aussi faire d'autres focus au fil de la conversation, où on va voir que c'est pas qu'une histoire d'alimentation. Il y a aussi d'autres points qui sont importants, notamment le stress, on va en reparler. Tout à fait. Toi, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire, de manière un peu générale, ce que tu constates, toi, auprès des sportifs que tu suis, les retours que tu as? Tu disais, c'est une très bonne chose, que la parole se libère, que tu aies de plus en plus de personnes qui reviennent vers toi ou qu'on en parle de plus en plus. Globalement, c'est quoi les constats que tu fais, toi, sur l'état de santé un peu général de ces sportifs qui souffrent de ces soucis-là? C'est qu'elles ont beaucoup de mal à se faire accompagner.
C'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast avec toi, pour que en fait les femmes puissent un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Je vais essayer de pas que ça soit pas trop compliqué, mais j'aimerais bien quand même que ce podcast il soit écouté par des professionnels de santé, que ça soit des médecins du sport, des gynécologues, etc. Pour qu'ils puissent mieux aider les sportifs. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que il y a quand même une grosse différence entre une sportive et notamment une sportive d'endurance et une sédentaire dans la prise en charge des problèmes hormonaux. Et malheureusement, j'en ai beaucoup qui viennent me voir où en fait ils ne sont pas aidés et ils se retrouvent dans des impasses où on leur propose rien en fait, où on leur propose, on en rediscutera peut-être après, mais de prendre la pilule, où on leur propose, j'ai eu le cas il y a encore 2 semaines, on a dit à l'athlète arrêtez de faire du sport. Voilà, je pense pas que ça soit une solution. Ouais, très clair. Donc c'est encore une fois c'est super positif. Merci déjà d'avoir fait confiance au podcast pour parler de ça. Effectivement, ça va être un sujet et un épisode assez technique. On vous prévient d'ores et déjà. On va essayer, comme on le disait juste avant de commencer l'enregistrement, Seb, on va essayer de recontextualiser un petit peu avec des exemples. Enfin, tu vas essayer de recontextualiser avec des exemples relativement simples pour essayer de comprendre le plus possible. Mais il est clair que là, on est en train de parler des systèmes hormonaux qui sont assez complexes. Et moi, j'avoue que voilà, je maîtrise pas le sujet et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Donc voilà, il va falloir être attentif, mais malgré tout, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. On va essayer de séparer l'épisode en 2 grands thèmes principaux pour comprendre déjà comment ça fonctionne. On va parler dans un premier temps de la commande centrale. Voilà, est-ce que tu peux parler, Seb, dans un premier temps de ce qu'est la commande centrale, pourquoi on parle de ça dans un premier temps? Alors, en gros, c'est le cerveau qui va donner l'ordre de faire la stimulation des différentes glandes endocrines qu'on a dans le corps. C'est-à-dire que tout part du cerveau. Le cerveau décide de donner l'ordre à telle ou telle glande, et c'est ces glandes-là qui vont sécréter les hormones. Alors, là, un petit peu de technique, mais en fait, on va parler d'axe. On parle d'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, donc c'est l'axe entre le cerveau et les ovaires chez la femme. On a l'axe vers les glandes surrénales. On a l'axe vers les testicules chez l'homme, même si on n'en parlera pas là. On a l'axe vers la thyroïde. Voilà. Et en fait, à partir de là, c'est là que tout se décide. Le cerveau, en fait, il décide. Est-ce que j'ai besoin de produire des hormones ou non? Et donc, du coup, l'axe, comme j'ai indiqué, il va faire ce travail-là. Si on schématise un petit peu, je reprends l'exemple de ma voiture. Vous êtes dans votre voiture, vous contrôlez votre voiture, vous conduisez votre voiture. Le cerveau, c'est vous dans la voiture. Vous allez décider, je mets le clignotant, j'accélère, je freine, etc. C'est ça la commande centrale, pour simplifier. Okay. Très bien. Donc ça sera la première partie, on va rentrer un peu plus dans le détail juste après. Et puis dans un deuxième temps, on va parler de la synthèse hormonale ou de la stéroïdogénèse. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que c'est? Alors, une fois que le cerveau il a décidé de faire cette action on va produire des hormones, et ben en fait, on a nos glandes endocrines qui vont les produire justement ces hormones. Et c'est un petit peu le mécanisme de comment est-ce qu'on produit ces hormones, à partir de quoi on va les fabriquer, les différents micronutriments, les différentes choses, petites briques, petits Legos qu'on a besoin pour fabriquer ces hormones. Très clair. Juste, je voulais savoir si tu pourras nous mettre à disposition un petit document un peu qui regroupe un peu tous ces éléments-là qu'on mettra en lien dans le descriptif du podcast pour y avoir accès et puis pour y revenir dessus. Voilà, si possible, comme ça permettra aux gens qui vraiment veulent s'y pencher d'avoir un support. Et puis je tiens à préciser quand même que tu l'as bien précisé dans le cadre de la préparation avant l'épisode, les causes médicales ne seront pas évoquées. Est-ce que tu peux préciser cet aspect-là? Oui, exactement. Ça, c'est un point très important. Je suis pas médecin. C'est-à-dire que quand on peut avoir des problématiques médicales, par exemple un adénome hypophysaire qui cause des problèmes au niveau de l'hypophyse et donc au niveau de la commande centrale. Ça, c'est de l'ordre médical. C'est pas de mon ressort. Moi, je m'en occupe pas. Par contre, tout ce qu'on va évoquer là, en fait, c'est le fonctionnement, comment vraiment ça fonctionne, et c'est que des mécanismes qui sont liés qui sont entrelacés entre eux
tu vas voir, et qui sont modulables via la micronutrition, via de la phyto, via tout un tas de petites choses dans la vie de tous les jours, la gestion du stress, etc. On en rediscutera, qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement. Mmh. Donc tout ce qui est cause médicale, par contre, ça c'est pas mon sujet. Très clair. Mais par contre, la majorité des cas, très honnêtement, dans tous les cas qui arrivent jusqu'à moi, c'est pas des causes médicales. Non, mais au moins le warning est mis en place. Exactement. Et c'est bien de le faire. Allez, on va commencer dans un premier temps par parler de cette fameuse commande centrale. Donc tu as expliqué un peu le grand principe. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail et pourquoi c'est important dans le cadre de ce dont on parle? Et d'ailleurs, je tiens à rajouter encore une fois en précisant que là, on se limite aux soucis hormonaux féminins. On est bien d'accord? Oui. Ouais, on est bien d'accord. Après, j'avais eu une petite question il y a quelques jours, si on traiterait aussi du masculin. Très honnêtement, le masculin, c'est plus simple que le féminin. Donc en fait, tout ce que je vais évoquer là, les grands principes seront les mêmes pour l'homme. Vraiment. C'est juste que j'ai préféré faire un focus féminin, déjà parce que c'est une problématique qui est avant tout féminine, faut pas se le cacher. Donc à un moment donné, faut arrêter de voir ça du côté que masculin. C'est pas parce que je suis un homme que je vais traiter les problèmes uniquement masculins. Je traite à 90% des problèmes hormonaux féminins et c'est normal de parler uniquement de ce sujet-là, pour le coup. Mais les hommes qui veulent écouter, c'est bien évidemment très intéressant parce qu'il y a, dans les grands principes, c'est exactement la même chose. Très clair. Allez, on part sur cette fameuse commande centrale. Qu'est-ce que c'est plus précisément, Seb? Alors, du coup, le cerveau décide, comme je disais tout à l'heure, avec l'axe qui va demander aux glandes endocrines de produire. Donc, on va avoir chez la femme les ovaires. Les ovaires, ils vont produire des oestrogènes, de la progestérone et de la testostérone. Tu dis oestrogène, c'est l'oestrogène en fait. Ouais, l'estrogène, ouais, exactement. Okay. Progestérone, testo, et donc ça c'est important parce que ça fait partie d'une harmonie chez la femme. Ça c'est important de le comprendre. Autant chez l'homme, on a une très grande partie de testo et un tout petit peu d'oestrogène. Chez la femme, on a plutôt l'inverse, plus d'oestrogène, de la testo en moins grande partie et de la progestérone. Mais c'est une symphonie à trois. Ensuite, on a les glandes surrénales qui vont, elles, sécréter du cortisol, de l'aldostérone, de la DHEA et aussi un petit peu de testostérone. Et on a la glande thyroïde qui va produire essentiellement de la T4 et un petit peu de T3. Donc, une fois que notre cerveau, il a demandé à ces glandes-là de faire le job, ensuite, c'est libéré dans la circulation sanguine et ces hormones vont aller jouer un rôle un petit peu partout dans l'organisme sur des cellules cibles. Donc ça, c'est important aussi de comprendre. C'est-à-dire que ça avait été d'ailleurs évoqué dans le podcast avec Marion et puis Blandine. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, ne serait-ce que sur la santé cardiovasculaire, sur la santé osseuse, etc., les oestrogènes vont avoir un rôle. Les oestrogènes n'ont pas seulement un rôle au niveau ovarien, ils ont un rôle global dans le système complet que peut être la femme. Très clair. C'est quoi quelles peuvent être les problématiques du coup chez les sportives? Alors, les problématiques, là, on va retrouver un petit peu ce qu'on a dans le RED-S, effectivement, c'est-à-dire le déficit énergétique ou l'excès de dépenses. Ça, clairement, c'est déjà la base. C'est pas lié le déficit énergétique et l'excès de dépenses, l'un entraîne l'autre? Ouais, exactement. L'un entraîne l'autre, mais parfois, on peut avoir un déficit énergétique et avoir une dépense énergétique, mais qui est vraiment lié à un gros déficit, et la personne s'entraîne peu, 4-5 heures semaine, par exemple. Par contre, on va aussi avoir des personnes qui mangent quand même beaucoup, mais qui s'entraînent 20-25 heures. 30 heures. Trop par rapport à ce qu'elles mangent. Voilà, trop par rapport à ce qu'elles mangent. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un et ou qui va, potentiellement, c'est plutôt une question de balance qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a le taux de masse grasse aussi qui va jouer son rôle parce que la masse graisseuse, elle sécrète une hormone, la leptine, qui va aller stimuler l'axe. C'est-à-dire que si on a suffisamment de masse grasse, eh ben, le cerveau, entre guillemets, se dit, c'est OK, j'ai suffisamment de réserve, donc je peux me permettre de demander à mes glandes endocrines de produire des hormones. Juste, je veux juste préciser, Seb, tu me confirmes bien que pour un compétiteur ou un athlète, un sportif, quoi, en gros, entraîner, pour une femme, c'est de 14 à 20% de masse grasse, c'est ça?
Alors, c'est toujours compliqué de donner des chiffres. Et d'ailleurs, c'est une très bonne remarque. Tu verras que je vais pas donner de chiffres dans le podcast, que ça soit des chiffres à la biologie sanguine, que ça soit des chiffres, enfin, peu importe, parce qu'en fait, il faut voir dans un contexte global. D'accord. On y reviendra dessus. Mais globalement, chez la femme, je te dirais plutôt, peut-être, il y en a, ça va plutôt 16, 17, 18, et jusqu'à effectivement un peu plus. Et puis, bon, chez l'homme, on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais c'est aussi personne dépendant. C'est une très bonne remarque d'ailleurs, parce que souvent, on va me dire, un tel, elle a un taux de masse grasse très bas et pourtant, elle n'a pas de problème. Déjà, qui te dit qu'elle n'a pas de problème? Ça, c'est le premier point. Parce que force est de constater que parfois, le jeu un petit peu des réseaux sociaux font que, même s'il y a de plus en plus d'athlètes qui en parlent, il y a aussi des athlètes qui n'en parlent pas. Et pour le coup, je pense qu'il ne faut pas se comparer. Quand on a des problèmes hormonaux, vraiment, il ne faut pas se comparer avec le voisin ou la voisine. Parce que peut-être que la voisine, elle a un taux de masse grasse à 15% et elle n'a pas de problème. Mais peut-être que toi, qui as des problèmes hormonaux, peut-être qu'il faudrait être à 18. Ok. Donc ça, c'est important. Ouais. Très clair. Il y a un autre axe aussi qui est, donc là, on vient de parler de. Tu voulais rajouter quelque chose sur le taux de masse grasse et la. Non, le taux de masse grasse, je pense que voilà, c'est assez simple à comprendre. Il y a aussi la notion de déficit de glucides, a priori. Oui. Ouais, exactement. Parce que je vois régulièrement des athlètes qui mangent beaucoup, des belles assiettes, beaucoup de légumes, et puis des grosses quantités de légumes, hein, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de glucides. Et là, c'est pareil. L'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, il a besoin aussi de glucides pour donner l'ordre de produire suffisamment d'hormones. Donc, le déficit en glucides, c'est aussi une vraie problématique. Et quand on a un gros volume d'entraînement, il faut pas hésiter à en mettre des quantités parfois qui peuvent paraître indécentes dans l'assiette. Alors, bien évidemment, à moduler en fonction de l'athlète. Tout le monde n'a pas la même tolérance aux glucides. Mais là, je pense qu'il faut essayer de se faire un petit peu accompagner sur ce point pour pas miser. En gros, une athlète qui s'entraîne 15-20 heures semaine, faut pas miser sur 3 fruits et quelques cuillères de riz. Clairement, ça suffira pas. Tu pourras nous donner des ordres de grandeur. Alors du coup, tu as dit que non, mais est-ce que tu pourras nous donner un petit peu des ordres de grandeur, des proportions de ce qu'on doit manger en termes de glucides, lipides et protéines plus loin ou Alors, je peux en parler maintenant, ouais. Ouais. Alors, je dirais une généralité, même si j'aime pas ce mot-là, parce que plus j'accompagne des athlètes, plus je me rends compte qu'en fait, ça fonctionne pas bien, comme son nom l'indique, c'est des généralités. Et donc, en fait, on se retrouve, quand on a des athlètes qui rentrent pas dans les cases, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé d'aller ailleurs. Mais globalement, je dirais à peu près 50% des apports en glucides. Une quinzaine de pourcents de protéines ou à peu près 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Et le reste, on comble avec les lipides. Ok. Et est-ce que la proportion de protéines doit augmenter avec l'âge ou pas? Oui, la proportion de protéines, elle doit bien évidemment augmenter avec l'âge, mais du coup plutôt quand on atteint après la ménopause. Donc du coup là, se pose plus le problème même si on peut avoir des problèmes à la ménopause, mais ça rentre pas du coup dans le cadre d'aménorrhée. Juste, je voudrais revenir un petit peu, Seb, juste deux points en avant là, c'est le fameux déficit d'apport énergétique, donc de calories, tout simplement. Oui. Je pense que en fait, moi, ce que j'ai remarqué d'un point de vue personnel, et on en reparlera un petit peu à la fin pour que je partage un peu mon expérience, mais j'ai, de mon point de vue, pris conscience récemment, en étant accompagné par toi, que il y avait une dissonance, une incapacité de mon point de vue, tout du moins personnel, à me rendre compte de ce que je mangeais, de ce que représentait ce que je mangeais en termes de calories. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates de manière un peu générale par rapport à ce que tu vois? Clairement, j'en discute souvent avec un coach, je peux le citer, Nico Martin, on en discute souvent, parce qu'en fait, dans 99% des athlètes que je vois passer, hommes ou femmes, là, tout confondu, il n'y a jamais assez dans l'assiette. Tout le temps. Alors, bien évidemment, je parle pas de la personne qui a un petit volume d'entraînement, et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Qu'est-ce que tu appelles petit volume d'entraînement pour simplifier? 2, 3, 4 heures. Okay. Voilà. Là, en général, il n'y a pas trop de problème. Okay. Mais dès qu'on commence à être sur 7-8 heures, c'est-à-dire au moins 1 heure par jour,
systématiquement, j'ai pas assez dans l'assiette. C'est 95% des cas. Ouais, c'est frappant. C'est vrai. En fait, en gros, t'es en train de me dire que d'après ton constat, qui date pas d'hier, hein, c'est le premier souci, le déficit calorique, c'est le premier souci du sportif d'endurance. Oui, clairement. Nico dirait même que plus tu t'entraînes, plus c'est compliqué d'aller combler tes apports. Mmh. Et clairement, il a raison. Quand on s'entraîne 20-25 heures semaine, à un moment donné, on a clairement une problématique on peut pas manger assez. Ouais. Ce qui est surprenant dans ce cas-là, c'est que effectivement, on se dit mais si on consomme pas assez de calories, on va forcément. Alors tu me dis si je me trompe, hein, je suis pas spécialiste, mais on va forcément mincir, on va maigrir, et puis point quoi. Et en fait, on se rend compte qu'en fait c'est bien plus grave que ça, c'est-à-dire qu'il y a des impacts plus complexes. Ouais, exactement. Bah c'est là, du coup, ça permet de revenir sur la partie commande centrale. En fait, le cerveau, il va réguler un petit peu en fait. Il va ralentir cette communication, il va ralentir l'axe comme mécanisme de protection en fait. Parce qu'en fait, faut voir ça. Tiens, je vais schématiser avec un exemple que j'avais entendu que j'aime bien. C'est comme un téléphone portable. Quand tu n'as plus de batterie, tu arrives à 15%, le téléphone il va couper des applications en fond. Mmh. Tu peux toujours téléphoner, tu peux toujours envoyer un SMS. Donc l'homme, il peut toujours, le cœur bat toujours, le cerveau fonctionne toujours. Par contre, il va enlever des choses qui lui sont pas prioritaires. Clairement, la partie hormonale est sécurité, quoi. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Il se met un petit peu en mode sécurité et puis voilà, il va vraiment couper des choses, mais en fait, alors sauf quand on tombe vraiment dans de la dénutrition profonde, des cas d'anorexie où là le corps va vraiment descendre très très bas, mais ça, là c'est des cas particuliers en termes de là c'est médical. Mais sinon, oui, exactement. Mais sinon, tu vas toujours te retrouver avec le poids va descendre et au bout d'un moment, tu vas te retrouver, ça descendra pas plus bas. Par contre, tu vas te retrouver avec peut-être une fatigue chronique, tu vas te retrouver avec des problèmes de troubles hormonaux, une aménorrhée, etc., etc. Très clair. Non, c'est ce que moi, encore une fois, je partagerai mon expérience plus tard, mais c'est clairement ce que j'ai vécu lors de ma préparation au Mute l'année dernière. Alors là, on parle des problèmes hormonaux féminins, mais moi, je peux dire, pour l'avoir vécu l'année dernière, que ça a aussi des impacts sur les hommes. Tu parles aussi des problématiques chez les sportives, d'excès de stress. Est-ce que tu peux en parler de ça? Oui. Ouais, exactement. On va en rediscuter un petit peu plus loin, mais clairement le stress. Et quand on parle de stress, c'est pas forcément le stress qu'on peut percevoir. C'est pas le stress du boulot, le stress de son mari qui fout rien à la maison, etc., etc. C'est aussi des stress. Je détaillerai pas plus pour le moment, mais c'est aussi des stress physiques et métaboliques. Et on en rediscutera juste après. Okay. Mais clairement, ça va avoir un impact sur l'axe et la commande centrale. Donc en fait, je reviens à ma petite conductrice dans sa voiture. Et ben en fait, si vous êtes un petit peu stressé par votre environnement, par exemple, potentiellement, vous allez rouler moins vite. Votre taux de masse grasse est faible apports énergétiques. On peut voir ça comme il n'y a plus d'essence dans le réservoir de la voiture. On roule pas à 180 sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on se met à 90, 70, on ralentit tout le métabolisme. On coupe tout ce qu'on doit couper pour, pouvoir faire rouler la voiture. Là, c'est pareil. Le corps humain, il fait la même chose. Donc, en gros, si on revient un petit peu sur la conclusion de cette fameuse commande centrale, donc toi, ce que t'appelles ça la tour de contrôle qui pilote un peu, c'est le cockpit de notre organisme. Exactement. Ouais, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui décide. Il a plein de petits capteurs et puis il décide en fonction de tout un tas de paramètres est-ce que je reviens à ma voiture, est-ce que je mets le clignotant, est-ce que j'accélère, est-ce que je freine, est-ce que je mets les essuie-glaces? Et ben il fait exactement la même chose sur la partie hormonale. Okay. Et tout ça, ce sont des phénomènes, non réfléchis, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est vital, quoi. En gros, c'est automatique. Oui. Là, tu peux rien faire. C'est vraiment totalement en mode automatique de la part du cerveau. Donc ouais, quand tu prends l'analogie avec la voiture, où on décide en fait de mettre le clignotant pour aller à gauche, de tourner le volant à droite, etc.
l'analogie, elle s'arrête un peu là, dans le sens où Oui. là, clairement, on est plutôt sur des réactions qu'on contrôle pas, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est intéressant de le dire. La particularité de, alors je pense qu'on va en parler quand même beaucoup, et ça c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur, c'est dans ce cadre de cette commande centrale, quel impact a notamment la pilule? Ouais, ça c'est très important parce que, et comme tu dis, ça me tient à cœur parce que j'en ai marre. Là, je vais râler un peu, mais Tu de peux, tu peux. voir des professionnels de santé qui proposent la pilule quand ils n'ont pas de solution. Attends, Parfois c'est nécessaire. J'ai pas de débat avec ça. est-ce que tu peux contextualiser un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand un professionnel de santé reçoit une sportive ou une patiente qui a des problèmes hormonaux, il lui conseille volontairement, pour simplifier la chose, de prendre la pilule, c'est ça que tu dis? Oui, ça arrive régulièrement. Ok. Ça arrive régulièrement. Et ça avait été évoqué aussi par Mhm. Marion et Blandine, qui sont médecins, qui avaient aussi dit la même chose que ce que je dis là. Donc c'est pas, je suis pas le seul à le dire. Ouais. Mais en fait, oui, clairement, dans des cadres d'aménorrhée, dans des cadres d'autres troubles, on va reparler peut-être du SOPK un petit peu plus tard. En fait, le médecin ou le gynécologue, il va proposer la pilule parce que c'est un cache-misère dans ce cadre-là. Parfois, il y a besoin d'une pilule contraceptive pour X ou Y raison. Ça me regarde pas. Mais quand il y a des troubles hormonaux, il faut comprendre d'où vient le trouble. Je vais prendre un exemple. Si tu as une tendinite, ton nom d'Achille, tu mets des anti-inflammatoires, tu vas pas garder tes anti-inflammatoires 20 ou 30 ans pour masquer le problème. Il faut peut-être trouver la source du problème, en fait. Peut-être que c'est un problème musculaire plus haut, peut-être que c'est tes chaussures, peut-être c'est X ou Y raison, ta charge d'entraînement, etc., qui font qu'il y a un problème. Donc en fait, il faut creuser le point, mais vraiment creuser le point et comprendre ce qui se passe et pas s'arrêter à uniquement je coupe tout. En fait, la pilule contraceptive, on met des oestrogènes et de la progestérone et ou de la progestérone De synthèse? dans voilà. Et du coup, le cerveau, il coupe. Parce que c'est plus lui qui décide. On met suffisamment d'hormones, donc le cerveau il a plus besoin de plus. Donc il coupe tout. Et en fait, il n'y a plus de cycle hormonaux. C'est un petit peu ça toute la problématique. C'est qu'on régularise pas un cycle hormonal avec la pilule, on arrête un cycle hormonal. Ça, c'est très important de le signaler. Et quels impacts ça peut avoir du coup en lien avec ces problèmes hormonaux, Ah bah, c'est qu'on n'a pas résolu le problème de fond. Oui, on est bien d'accord. Voilà, on n'a pas résolu le problème de fond. Donc, le problème, c'est que si on a du déficit énergétique, excès de stress, etc., tout ce qu'on a évoqué là et tout ce qu'on va évoquer juste après, en fait, le problème, c'est que il est pas réglé. Je reviens à ta tendinite d'Achille, tu mets de l'anti-inflammatoire, t'as plus de douleur, mais le problème de fond, il est pas réglé. Tout à fait. C'est très clair. Ok pour cette commande centrale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Seb, sur ce point? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est la tour de contrôle qui décide en fonction de tout un tas de petits paramètres. Allez, on envoie les hormones ou pas. Et ça de manière incontrôlée. Exactement. On va passer à la synthèse hormonale ou le nom compliqué de l'épisode, la stéroïdogénèse. Allez, je t'en prie. Yes, tu le dis encore mieux que moi. Exactement. Du coup, en fait, à partir du moment où le cerveau a décidé, il a envoyé des petites commandes. Je vais simplifier. Et là, j'avais fait ça pour les pros. Du coup, il va demander à nos ovaires, ici en l'occurrence, de produire ces hormones. Et là aussi, c'est très important parce qu'en fait, on oublie que, ok, le cerveau, il envoie la commande, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour fabriquer ces hormones? En fait, il y a plein de petites sous-étapes. Il faut voir ça un peu comme allez, on va dire un arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on a une hormone mère en haut et on va avoir plein de petites choses qui vont par réaction enzymatique, etc. Voilà, par cascade, on va se retrouver à la fin avec des œstrogènes, de la progestérone, du cortisol, de la testo, etc., etc. Alors, l'hormone mère, on appelle ça la prégnénolone. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est cette hormone, qui va être, comme son nom l'indique, mère de toute la cascade qu'on a en dessous. Pour fabriquer cette hormone mère, on a besoin là de choses importantes. Et là, je vais vraiment insister là-dessus parce que il y a souvent, la plupart des problématiques, elles se trouvent quand même globalement
globalement aussi ici et pas que dans le déficit énergétique. Pour fabriquer cette pregnénolone, on a besoin de cholestérol. On a besoin d'hormones thyroïdiennes T3. Alors, là, je fais peut-être un petit peu de complexe quelques instants. Oui, tu peux. On a prévenu, donc les gens ne seront pas surpris. En fait, on a une protéine qui s'appelle la protéine STAR qui a besoin de T3 pour s'activer. Donc, si on n'a pas d'hormone thyroïdienne T3, le cholestérol va pas rentrer. En tout cas, cette protéine STAR, elle est un peu moins active et donc, du coup, le cholestérol va avoir plus de mal à rentrer dans la cellule pour faire son job. Ensuite, une fois que le cholestérol est entré, on a besoin de fer pour faire fonctionner un cytochrome P450, pour transformer ce cholestérol en pregnénolone. Et cette transformation, elle se fait au niveau de la mitochondrie. Et ça aussi. La mitochondrie, on rappelle, c'est les usines à énergie que vous avez dans vos cellules qui transforment l'oxygène en ATP, quoi, en gros. Exactement. Et ça aussi, c'est un point très important. On va y revenir juste après, peut-être dans les raisons de pourquoi c'est un problème chez la sportive. Mais la fonction mitochondriale, elle est essentielle pour convertir le cholestérol en pregnénolone. Très clair. Donc, si j'ai bien compris, on doit produire une hormone mère par le biais de plusieurs sous-éléments que sont le cholestérol, l'hormone thyroïdienne T3, le fer et la mitochondrie. Ouais. Alors, le nutriment de base, c'est le cholestérol. Ensuite, je dirais, c'est des petites clés ou des petits mécanismes qui vont faire que le cholestérol se transforme. La T3, elle sert à activer une petite porte d'entrée. C'est une clé de serrure, on va dire, pour que le cholestérol rentre. Ensuite, pour que ton cholestérol se transforme en pregnénolone, dans la mitochondrie, on a besoin d'un cytochrome. Et en fait, le cytochrome, pour fonctionner, il a besoin de fer. Ok. Bon, on voit un petit peu le fonctionnement global. C'est des cascades liées les unes aux autres. Quelles peuvent être les problématiques chez les sportifs en lien notamment avec le cholestérol? Eh ben, c'est quand même globalement un classique que je vois assez souvent, c'est-à-dire la peur de manger suffisamment de lipides. Tu vois, autant tout à l'heure on a parlé de pas manger suffisamment de glucides, c'est un vrai souci, mais les lipides également, c'est-à-dire que et les lipides aussi saturés, c'est-à-dire j'entends régulièrement des petites phrases quand je pose des questions en consulte. Je mange pas de fromage, je mange pas d'œufs. Voilà. Et ça, clairement, à un moment donné, on a quand même un métabolisme qui est fait pour avoir du cholestérol. Parce que le cholestérol, comme on l'a vu juste avant. Le cholestérol, tu peux rappeler dans quoi il est présent, hormis les œufs, on le sait, les œufs on le sait, mais alors, essentiellement dans les œufs et dans les produits animaux. Okay. Uniquement dans les produits animaux, le cholestérol. Mais après, une grande partie va être produit par notre foie. Le cholestérol alimentaire a un impact, mais globalement d'un tiers. Le reste va plutôt être en lien avec ce qu'on va consommer en lipides plutôt saturés. Okay. Donc le gras plutôt animal. Alors, il y a un peu la coco, mais les études sont pas unanimes sur le sujet, sur le fait que ça élève ou non le cholestérol. Par contre, le gras animal, là clairement, oui, les produits laitiers, et puis le gras de bœuf, de poulet, etc., etc. Est-ce que tu peux juste faire un petit laïus sur parce qu'on va poser forcément la question, on te la pose tous les jours, j'imagine. Pourquoi aujourd'hui on revient un petit peu sur ces notions de bon et de mauvais cholestérol? Est-ce que tu peux un peu l'expliquer de manière un peu synthétique? Alors en fait, c'est très simple, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, il y en a qu'un seul. Il y a qu'une molécule de cholestérol. Point barre. C'est juste qu'après, c'est une question de transporteur. Tu as le LDL et le HDL qui sont dosés. Et alors, il y en a d'autres, VLDL, ILDL, etc. Bon, bref. C'est qu'une question, je dirais, de taille des lipoprotéines et de sens dans lequel ils transportent. En fait, on a un petit peu, malheureusement, je dirais, schématisé le fait que celui qui apporte le cholestérol vers les cellules était mauvais, alors que celui qui ramenait le cholestérol vers le foie était le bon. Alors qu'en fait, c'est le même cholestérol, c'est qu'une question de transport qui ont
pas la même taille. Bon, voilà, je vais pas plus détailler que ça serait. On pourrait faire un podcast non, mais d'une très heure clair, sur c'est qu'en fait, c'est un abus de langage, en fait. Oui, C'est, exactement. Qui perdure, malheureusement. ouais, c'est les mauvaises habitudes dans la vie dure, Ouais. malheureusement. Tu parlais aussi de donc le cholestérol, je crois que c'est bon. Donc on a dit que c'était une insuffisance de consommation des lipides saturés, notamment. Oui, Il y a et d'autres après choses en aussi lien? insuffisance de glucides, parce que l'insuline va avoir un rôle dans la synthèse du cholestérol au niveau du foie, au niveau hépatique. Il faut suffisamment d'insuline pour que le foie synthétise du cholestérol. On a Ok. dit juste avant, il y a le cholestérol alimentaire que tu vas manger, mais il y a aussi le foie qui va le sécréter. Et du coup, bah, c'est globalement une problématique chez les femmes qui mangent peu de produits animaux, tendance végé, vegan. Le cholestérol va globalement être bas. Donc ça, c'est un point à surveiller. Alors, j'aimerais m'arrêter 2 minutes là-dessus. On va être très clair. C'est un sujet qui est très touchy, hein, le végétalisme, le végétarisme, le véganisme, etc. Toi, qu'est-ce que tu aimerais dire? Il me semble que, alors c'est pas forcément le but de rentrer trop dans le débat maintenant, mais toi, on sait que tu as eu beaucoup de remontées suite notamment à un podcast que tu as fait avec Bertrand Ouais. Soulier récemment, qu'on salue, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, là, profiter de dire au micro du LTP sur ce sujet-là? Alors, je dirais déjà qu'il faut arrêter de donner des exemples d'athlètes X, Y, Z qui seraient potentiellement végé, vegan. Peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils le sont pas. En fait, on ne connaît rien. Ils veulent bien ils veulent montrer ce qu'ils veulent bien montrer. Mais là, c'est la même chose pour d'autres sujets, pas forcément liés au véganisme. Donc déjà, il y a ce point-là à balayer. J'aime pas quand on me dit tel athlète il est vegan, tel athlète il est cétogène, tel athlète il est X, Y, Z. Ok, pourquoi pas. Peut-être que ça lui convient très bien. Mais je reviens à ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut pas se comparer aux voisins. Parce que malheureusement, je vois régulièrement des athlètes qui ont été végés plusieurs années, parce que la problématique des carences nutritionnelles qui sont liées au véganisme et au végétarisme, elles mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Et au bout de quelques années, de toute façon, il suffit de faire un petit peu le tour sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes qui en reviennent après quelques années parce que problèmes hormonaux, justement, fatigue chronique, etc. Et en fait, elles se sont rendues compte que, elles avaient vraiment besoin de consommer des produits animaux, tout bêtement. Okay. Donc, je dirais qu'il faut être vigilant. Et on peut pas se complémenter pour. Bien sûr que si. Oui, mais en fait, c'est jamais fait. C'est jamais fait correctement. Donc oui, on pourrait se complémenter, mais alors déjà la liste de compléments, attention, ça fait un budget tous les mois déjà d'une. Et du genre, tu peux préciser en termes de budget? Ouais. Entre 50 et 100 euros par mois, je pense. Pour se complémenter, pour ce que toi tu considères être des carences micronutritionnelles. Oui, de toute façon, on va pas avoir trop le choix, ne serait-ce que la B12, l'iode, les oméga 3, le CoQ10. Il faudrait même idéalement carnitine. Et là, j'ai fait le minimum déjà, tu vois. À ceux qui peuvent te dire que éventuellement, alors encore une fois, hein, c'est une discussion entre nous, hein, mais à ceux qui peuvent te dire que tu dis ça parce que limite t'aurais peut-être un intérêt à vendre des compléments alimentaires ou à avoir des partenaires avec que ce soit très clair. Non, clairement pas. Toi, s'il y a quelqu'un ne doit pas prendre de compléments alimentaires, tu vas pas lui en donner, quoi. Ah bah non, clairement pas. Si la personne n'a pas besoin de compléments alimentaires, je lui préconise pas de compléments alimentaires. Il y a aucun problème avec ça. Et je te dirais même que je priorise l'assiette systématiquement. C'est-à-dire que je vais pas dire à une personne de prendre des compléments d'oméga 3. Par contre, je vais lui dire de consommer des petits poissons gras, clairement, ou des œufs bleus blancs cœur, etc. Donc, bien évidemment qu'il faut prioriser l'assiette, parce que là, en plus, on parle de macronutriments, mais il y a aussi une harmonie globale à un moment donné qui a son importance. La matrice alimentaire, elle a son importance. Les vitamines, elles sont les vitamines liposolubles, par exemple, A, D, K, E, elles ont un rôle, une synergie ensemble. Voilà. Très clair. Du coup, on a parlé du cholestérol. Donc, je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet vegan, végé.
Non, Non. j'ai fait un petit peu le tour. Il y a forcément tout le temps des haters sur le sujet. On va pas se le cacher, mais c'est aussi le jeu, je dirais, des réseaux sociaux. Si peut-être une chose, les gens me disent, moi ça va bien. Ok, pourquoi pas. Moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre, T'as quand jamais une analyse biologique qui va avec, quoi. exactement, tu as très bien compris où je voulais en venir. Je n'ai pour le moment jamais vu une seule prise de sang de végé ou de vegan. Ok, jamais. Et j'insiste. Hein. Et quand je dis une prise de sang, ok, c'est pas simplement les quelques marqueurs du médecin pour vérifier qu'on est en bonne santé. La question que je vais te On poser n'est pas malade, pardon, je me fais un excuse-moi. peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu as déjà vu une prise de sang d'un non-végé ou d'un non-vegan? Ok. Ah oui, Ok. ah oui. Chez des sportifs moins, mais chez des sédentaires, oui, bien sûr. Ok. Mais les carences, elles sont bien plus profondes chez le VG. La B12, l'iode, le zinc. Le zinc, c'est plus aléatoire, mais les oméga 3, etc. Oui, c'est un grand classique, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pas vérifié. Donc, quelqu'un qui me dit, j'ai pas de souci, ok, mais dans ce cas-là, je voudrais bien une prise de sang complète avec un bilan de stress oxydatif, un profil en acide gras érythrocytaire, quelque chose de complet, vraiment complet. Ok. Bon, merci d'avoir répondu en tout cas sur ce sujet qui, je l'imagine, te fait pas mal de cheveux blancs, notamment sur les retours sur les réseaux Exactement. sociaux. Ouais. Mais bon, Bon, j'ai l'habitude. voilà, au moins tu prends des positions et tu t'appuies sur des preuves concrètes entre guillemets. Donc Ah, voilà. et puis les études sont claires sur le sujet. Par contre, là, quand j'avais fait l'épisode avec Bertrand, effectivement, on est venu me tacler. J'ai fait une revue de littérature sur tout ce que j'avais évoqué. Il n'y a rien qui tient de mon avis personnel. Ça, c'est important de le souligner, par contre. C'est pas mon avis personnel. C'est, je prends les études scientifiques, tout est détaillé, et ensuite, oui, ça vient en plus s'ajouter avec ce que je peux voir passer en consulte, qui vont exactement dans le même sens. Ok. Tu parlais aussi d'hypothyroïdie. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on a besoin d'hormone T3, comme je disais tout à l'heure, pour activer la protéine STAR. Donc, du coup, la T3, qui est une hormone thyroïdienne, si on a une hypothyroïdie, si l'athlète a une hypothyroïdie, on en reviendra juste après, et ben forcément, on n'a pas la clé pour faire rentrer le cholestérol. Et donc, eh ben, on va être limité dans la synthèse de prégnénolone. Très clair. Et donc du coup, la troisième problématique, c'est donc la carence en fer, parce que tu disais tout à l'heure que la fameuse P450 devait être Exactement. voilà. Et tu peux en dire un peu plus là-dessus sur la carence en Bah, et la fer? carence en fer chez la sportive, c'est un grand classique. Pour le coup, je dirais c'est plus des trois quarts des athlètes qui ont une carence en fer. Donc ça explique souvent. C'est qu'une brique hein, dans l'équation. Vous voyez bien depuis tout à l'heure, on a posé plein de sujets. En fait, l'idée que j'avais derrière ce podcast, c'est que l'athlète féminine, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive si elle a des problèmes hormonaux et que le pro de santé derrière, il vous dit rien. Ben, posez-vous les questions avec tout ce que je vous ai évoqué depuis le début. Mmh. Ça, c'est important. S'il y a une carence en fer, par exemple, là, s'il y a un manque de T3, s'il y a un manque de cholestérol, etc., tout ça, ça doit mettre la puce à l'oreille. Sur le sujet de la carence en fer, c'est un truc qui me vient là, en écoutant ce que tu dis et par rapport à ce que j'ai vécu aussi moi, c'est que tu as l'analyse entre guillemets hématologique du fer, mais Oui. il y a plusieurs paramètres, il y a la ferritine, etc. C'est un peu complexe, donc ça Ouais, c'est exactement. pareil, il y a différents niveaux de mesure de ces paramètres-là, quoi. Ouais, exactement. Alors, je donnerai pas de valeur, comme je disais tout à l'heure, Mhm. mais oui. Et de toute façon, une prise de sang, un bilan biologique, ça s'analyse dans sa globalité. Ça, c'est souvent une erreur qui est faite. On en rediscutera tout à l'heure. Mais on peut pas prendre ligne à ligne. C'est dans une globalité. Un métabolisme du fer, oui, c'est la ferritine, c'est le coef de SAT. C'est plusieurs paramètres. L'inflammation à côté pour nous aiguiller sur d'autres choses. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais si on n'a pas tout ça, on ne peut pas conclure. C'est ça qui est important. C'est un peu comme si on avait un athlète, qu'on constate une blessure et qu'on remontait un petit peu dans le temps dans son historique d'entraînement pour voir s'il y a eu une augmentation du dénivelé, une augmentation de la distance, une augmentation de l'intensité. Et en fonction de tout ça, on a un espèce de profil d'une situation qui pourrait nous Exactement. permettre d'expliquer ce qu'on constate Ouais. a posteriori, quoi.
Ah, exactement. Et la dernière partie, donc c'est la fonction mitochondriale. Mitochondrial. Ouais, exactement. Parce que c'est là que se passe la transformation du cholestérol en prégnénolone. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on a, comme tu disais tout à l'heure, les mitochondries, c'est nos petites centrales énergétiques qui vont nous permettre de produire de l'énergie. Et quand je disais qu'elle transformait l'oxygène en ATP, c'est un peu réducteur. Il y a Elles font plein de choses. voilà, il y a les glucides. Enfin voilà, on est d'accord que c'est très Oui, oui. schématique ce que j'ai dit. Mais ça suffit pour comprendre, je dirais effectivement ça produit l'énergie et ça a d'autres fonctions et d'ailleurs peut-être des fonctions qu'on connaît pas aujourd'hui. Tout à fait. Tellement la mitochondrie elle a un rôle important. La future star de la physiologie et bisous à Sean qu'on salue. Exactement. Mais du coup, pour faire fonctionner cette mitochondrie, on a besoin de nutriments. Le Q10 notamment, les vitamines du groupe B, etc. Et en fait, la problématique, c'est que plus on a un gros volume d'entraînement, plus on produit de l'énergie, plus on va avoir besoin de ces nutriments. Et en fait, je vois très, très, très régulièrement, si ce n'est pas systématique, des taux de Q10 bas, tu pourras donner ton exemple peut-être, et des taux de vitamines du groupe B qui sont trop bas. Donc en fait, on va avoir un système mitochondrial peut-être au niveau musculaire ou au niveau cardiaque qui est très spécialisé. Parce qu'à force de faire du sport, notre réseau de mitochondries se développe. On a un développement mitochondrial parce que plus on fait, plus la mitochondrie, elle va s'activer. Et surtout à des intensités modérées où la capacité, donc le nombre de mitochondries se développe et donc du coup est de plus en plus important. Et je crois que c'est relativement corrélé à l'intensité en dessous du SV1. Donc, et le problème, c'est que du coup, nos mitochondries, là, au niveau musculaire, cardiaque, etc., ok, ça marche du tonnerre. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on a nos mitochondries dans nos glandes surrénales ou dans les ovaires, dans les testicules chez l'homme. Et ben, elles se retrouvent un peu avec le parent pauvre. Il y a plus de Q10, il y a plus de vitamines du groupe B, et donc du coup, notre mitochondrie, et ben malheureusement à ce niveau-là, elle fonctionne quand même globalement moins bien. Et puis on se retrouve avec les carences. Comme je disais, le Q10, si tu veux en toucher deux mots sur ta prise de sang peut-être, mais chez toi était globalement un peu bas. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est clair qu'on a fait une analyse assez poussée ensemble et on a constaté que ce coenzyme Q10 était relativement bas, ainsi que le magnésium. Mais bon, ça, je pense que c'est à peu près généralisé. Oui. La vitamine D, mais ça, c'est généralisé. Et il y avait quelques autres éléments aussi qui... la testo, j'en parlerai aussi dans un prochain épisode qui, alors je sais pas quand c'est qui sera diffusé, peut-être avant ou après le tien, mais sur les soucis d'origine sexuelle dans le cadre de la pratique des sports d'endurance pour les hommes. Donc on parlera de ce sujet-là, mais c'est clair que le coenzyme Q10 était déficitaire de mon point de vue chez moi. Ouais. Et plus il y a un gros volume d'entraînement, plus il est déficitaire. En général, je vois des taux les plus effondrés chez les élites. Ok. Clairement. Ok. Donc on comprend, si j'essaie de récapituler, Seb, tu me dis si je me trompe, en gros, la synthèse hormonale ou la stéroïdogénèse, elle est dépendante, enfin c'est la prégnénolone qui est l'hormone mère, qui est créée, qui est synthétisée par plusieurs éléments, imbriqués les uns dans les autres. En gros, c'est principalement le cholestérol. Qui avec la petite clé qui va activer tout ça, l'hormone thyroïdienne T3 et le P450 et la fonction mitochondriale qui est hyper important. Exactement. Donc ces quatre éléments là, ce sont des éléments clés dans le cadre de la production, de la synthèse hormonale. Ouais, exactement. Donc du coup là, si on revient à notre le cerveau a donné l'ordre. Ensuite, dans les glandes surrénales, dans les gonades, on va produire des hormones. On a besoin de tout ce que tu as évoqué. Donc là, les femmes qui ont des problèmes hormonaux, il faut se poser les bonnes questions avec tout ce qu'on a vu jusque-là. Et déjà d'essayer d'optimiser tout ça, clairement. Alors qu'est-ce que ça veut dire essayer de, alors, on va pas aller dans les traitements, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'optimiser tout ça, sachant que ce qu'on vient de dire c'est quand même assez complexe et que c'est pas forcément hyper concret. Effectivement, c'est compliqué. Comme je disais, je peux pas donner de valeur parce que c'est une vision globale. Par exemple, une hormone thyroïdienne T3, il faut que je pose des questions à la personne pour voir si on a des symptômes d'hypothyroïdie. Il faut que, voilà, c'est vraiment une
je dirais, une vue d'ensemble. Mais en tout cas, je te coupe, Seb, excuse-moi, mais quand tu dis qu'il faut que la personne, la sportive fasse attention à ces éléments-là, toute seule, elle pourra pas le faire. Elle pourra pas se elle va avoir un peu s'auto-diagnostiquer. de mal, je dirais. C'est sûr qu'elle va avoir un peu de mal. Mais donc, effectivement, il faut se faire accompagner. Mais déjà, on revient sur la carence en fer. Le nombre de femmes qui me contactent et qui me disent « Je sais que j'ai un problème avec le fer », déjà, régler ce problème-là. Déjà, ça sera une épine de moins dans le pied. Tu vois, à un moment donné, il faut aussi procéder un petit peu par étapes. Parce que sinon, sinon, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise le sujet de A à Z et qui est capable de regarder tous les éléments. Mais déjà, je dirais dans un premier temps, tu vois, le cholestérol, manger suffisamment de lipides saturés, un peu de cholestérol dans l'alimentation, ça c'est simple. Le fer, on corrige, ça c'est simple. On corrige avec la viande rouge notamment, principalement du boudin noir. Oui, la viande rouge, effectivement. Et puis après, tu vas te retrouver chez les athlètes qui ont un gros volume d'entraînement à devoir supplémenter. Il n'y a pas trop le choix. Ok, très bien. Petite conclusion sur cette synthèse hormonale, Seb, avant de passer à la partie au focus thyroïdien. Alors, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'il faut s'assurer qu'on n'a pas de carence micronutritionnelle sur tout ce qu'on a évoqué pour que la synthèse de prégnénolone se fasse correctement. C'est aussi simple que ça. Ok. Et donc ça, c'est pour s'assurer de ça, il faut faire forcément une analyse biologique assez poussée, parce que ça, clairement, on est d'accord que ces éléments-là dont tu parles, la T3, le P405, enfin le fer, la fonction mitochondriale, le Q10 notamment, c'est des choses qu'on peut pas avoir sur une prise de sang que donne le médecin. En règle générale, alors tu vas peut-être avoir quelques infos. La T3, c'est rare qu'elle y soit. Le cholestérol, tu l'auras, le fer aussi, mais tu t'arrêteras là. T'auras pas le reste. Ok, très bien. Tu voulais donc là c'était les deux grandes parties pour qu'on comprenne un peu le fonctionnement général de comment fonctionnent les hormones féminines et masculines aussi, mais bon là c'était plutôt focus féminin. Tu voulais faire un focus assez important, voire très important, sur la thyroïde. Ouais, exactement, parce que très souvent il y a une hypothyroïdie cachée à côté du problème hormonal. Et ça, c'est un petit peu aussi mon cheval de bataille. Je vais râler un petit peu juste après, mais la thyroïde, c'est notre régulateur, en gros, du métabolisme. C'est le frein à l'accélérateur, en gros. C'est ça qui système sympathique, parasympathique, ça a un rapport ou pas du tout? Non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt, alors oui, il y a le système sympathique, parasympathique qui va aussi avoir un rôle, mais là, c'est aussi un rôle où la T3, elle va aller s'activer sur des récepteurs dans des cellules pour, par exemple, la température corporelle, pour le rythme cardiaque, pour accélérer ou non le système digestif. C'est vraiment un régulateur. Un régulateur, c'est exactement le bon terme, un régulateur métabolique. Ok. Qui agit sur et elle est produite, elle sort entre guillemets de manière un peu péjorative. Elle sort d'où cette hormone? De la thyroïde. Au niveau du cou, là, on a une glande thyroïdienne et c'est exactement la même chose que la commande centrale. On a un axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien qui, le cerveau, demande à la thyroïde de produire des hormones. Et donc, du coup, on a exactement la même chose que tout à l'heure avec les ovaires ou les testicules. Le cerveau décide. C'est-à-dire que si le cerveau, il a des warnings, pas assez d'alimentation, trop de sport, trop de stress, etc., etc., warning, je régule le métabolisme à la baisse. Et du coup, tu te retrouves avec des problématiques chez la sportive qui sont la commande centrale qui va potentiellement te poser problème. Exactement pour les hormones stéroïdiennes qu'on a vu juste avant. Et après, il y a un point important aussi, c'est les carences nutritionnelles liées à la thyroïde. Parce que ça, je les vois quasiment systématiquement. L'iode, par exemple. Globalement, dans l'alimentation, on va retrouver dans les produits de la mer, on va les retrouver dans les œufs. Voilà. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Il y en a un peu dans d'autres sources, les algues, etc. Mais c'est pas des choses qu'on consomme vraiment régulièrement. Donc la carence en iode, déjà, c'est un point important parce que on a un besoin d'iode pour synthétiser les hormones thyroïdiennes. T4, c'est 4 atomes d'iode. T3, c'est 3 atomes d'iode. Pas d'iode, pas d'hormones thyroïdiennes. Ensuite, on a besoin de sélénium pour la conversion T4-T3. On a besoin de zinc, on a besoin de vitamine A et vitamine D. Ça, c'est pour la partie récepteur. Je vais pas donner trop de détails là-dessus. Mais globalement, c'est des carences
le sélénium et le zinc qu'on croise, et même l'iode, qu'on croise très régulièrement. Et d'autant plus chez le sportif pour le sélénium et le zinc. Parce que c'est des nutriments dont on a besoin pour la gestion du stress oxydatif. Le stress oxydatif, il est augmenté chez le sportif. On produit plus de radicaux libres, donc du coup, on a besoin de plus de nutriments. Et donc en fait, je retrouve quasi systématiquement des carences en zinc et en sélénium quand je fais des bilans. Est-ce que juste sur le question qui je pense qui va popper là un peu dans la tête de certaines auditrices et auditeurs, c'est quand tu dis j'ai des carences de certains de ces éléments-là, on est d'accord que ces carences, tu as dit que tu parlais pas de chiffres tout à l'heure, mais c'est relatif à des valeurs normées qui sont établies par l'OMS notamment, c'est ça? Alors, oui et non. Je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais peut-être faire la petite aparté maintenant. Il y a les normes des labos. C'est-à-dire que le labo, dans une partie des paramètres, c'est des normes que je discute pas, l'hémoglobine par exemple, etc. Là, il n'y a pas de débat. Par contre, dès qu'on arrive sur des choses hormonales notamment, et là, je pensais pour les parties micronutriments, les normes, c'est des normes stats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence parfois, il n'y a même pas de différence entre un homme et une femme, par exemple. Il n'y a pas de différence en fonction de l'âge. Il n'y a pas de différence sportif, pas sportif. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que vu que c'est des micronutriments qui ne sont pas cherchés en routine classique, quand on fait une prise de sang de routine, on ne va pas vérifier un zinc. Du coup, on va vérifier un zinc peut-être après 2-3 prises de sang. Donc, si on cherche quelque chose, c'est que la personne potentiellement, elle a un problème. Okay. Donc, il y a quand même plus de chances que, on se retrouve avec une anomalie de ce côté-là. Ouais. Donc, quand on s'intéresse au fonctionnement de la partie hormonale, on va plutôt fonctionner avec des normes santé, qui là sont basées sur des études scientifiques, etc. Et c'est pareil, ça va aussi dépendre d'une globalité. Je prends le sélénium, par exemple. Parfois, il faut aller assez haut dans la norme, à être même en haut de la norme, vraiment en haut de la norme, pour qu'il y ait une bonne conversion T4, T3. Peut-être qu'avec d'autres athlètes, ça sera peut-être un petit peu en dessous. Peut-être au-dessus de la moitié de la norme, ça sera OK. Mais là, en fait, il se pose la question qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faut avoir une vue globale d'ensemble et pas regarder ligne à ligne. Très clair. C'est absolument clair. Tu parlais donc cette fameuse fonction thyroïdienne, donc tu as parlé des carences nutritionnelles, et le fameux comment la sportive peut faire pour savoir s'il y a un souci de ce niveau-là, de ce côté-là. Alors là c'est un gros sujet parce qu'en fait les préconisations officielles de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et comment les médecins ont été formés, c'est on dose la TSH. Doser la TSH, en fait, c'est l'axe. Tout à l'heure, on a parlé de l'axe vers les gonades, c'est la LH et la FSH. La TSH, c'est l'axe entre le cerveau et la thyroïde, pour dire à la thyroïde de produire. Et en fait, il est là tout le problème chez le sportif. Parce que si l'axe, il est réduit à la baisse par un mécanisme de protection qu'on a évoqué tout à l'heure, dans la première partie, en fait, la TSH, elle va se retrouver basse, normale. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Parce qu'en fait, le cerveau, il régule à la baisse et pour se protéger. Et je vais prendre l'exemple de ma petite conductrice en voiture. La TSH, ça serait un petit peu le pied sur l'accélérateur de la voiture. On appuie sur l'accélérateur, on produit de la TSH, ça demande au moteur d'accélérer pour que la thyroïde produise. On relâche l'accélérateur ou on freine, ça ralentit le moteur, la thyroïde ralentit sa production. Le problème, c'est qu'avec ce mécanisme-là, en regardant que le pied sur l'accélérateur, est-ce que ça te dit comment tourne le moteur? S'il n'y a pas assez d'essence, le moteur tournera peut-être pas. Tu peux appuyer comme tu veux sur l'accélérateur, peu importe le niveau. Peut-être que le moteur tournera pas, il n'y aura pas d'hormones thyroïdiennes. Et donc, du coup, uniquement se baser sur la TSH et surtout chez le sportif, en fait, c'est occulter une grosse partie de l'équation. Parce qu'on a vu juste avant, dans la synthèse hormonale, il nous faut de la T3. Donc, du coup, une hypothyroïdie, parce que mécanisme de protection, par exemple, ou parce que carence, pas assez de T3, on n'aura pas assez de prégnénolone,
et derrière, toute la cascade qui défile, pas assez d'oestrogène, pas assez de testo, pas assez de progestérone, etc. Ok. Donc en fait, ça c'est important. Et le problème, c'est qu'en médecine générale, les médecins restent bloqués sur la TSH. Je bataille très régulièrement avec le sujet, Ouais, mais les sportifs on a bataillé aussi. ensemble récemment d'ailleurs avec Voilà, Virginie. exactement. Tu vois, c'est malheureusement un peu le problème, Ouais. mais c'est qu'une vision restrictive de juste l'axe de est-ce que le cerveau dit ou non de produire. Mais ça ne veut pas dire que la thyroïde produit, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un mécanisme de protection qui régule tout à la baisse. On a dit, c'est le frein à l'accélérateur. Si le cerveau dit non parce qu'il y a des carences, parce qu'il y a tout un tas de raisons qu'on a évoquées avant, eh ben, la TSH peut être OK, mais il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est vraiment pour resynthétiser, pour récapituler un petit peu ce que tu viens de dire sur le focus de la thyroïde, c'est un élément qui est hyper important, qui peut être lié aux carences nutritionnelles et il faut être hyper attentif à aller plus loin que le simple dosage de la TSH Oui. pour vérifier si ça fonctionne correctement. Oui. Ce qui est donné Exactement. principalement par les docteurs de Oui. manière générale, quoi. Clairement, après, il faut se faire accompagner sur cette partie-là. Mm. On a aussi de la chance en France. On peut aller au labo, demander ce qu'on veut. Donc, on peut aller doser une T3 et une T4. Alors après, il faut savoir quoi en faire. Mais quand j'accompagne des sportifs que le médecin n'a pas voulu doser, le sportif, il va payer sa T4, T3. Et après, derrière, je travaille dessus. Je regarde s'il y a besoin de faire des choses. Et c'est un indicateur. Une TS, je redonne juste un petit exemple, mais une TSH basse, ou OK, dans la norme, mais plutôt norme basse, avec peu d'hormones thyroïdiennes, ça veut dire warning au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'il est en mode protection et qu'il faut faire quelque chose dans l'alimentation. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est pas tout le temps le cas. Pareil, il faut une vision globale. Ok. Dernier point, dernier focus sur le stress, Ouais. et notamment le cortisol. Oui, exactement. Alors, le cortisol, qu'on va appeler l'hormone du stress, mais aussi peut-être l'hormone de l'adaptation. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on va sécréter du cortisol. Là, je vais plutôt faire un focus stress pour le sportif. Et en fait, le cortisol, il vient de la même hormone mère, qui est la prégnénolone. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on synthétise, hop, on a de la prégnénolone et toute notre cascade. Et en fait, le problème, ça va être quand on va synthétiser, on va devoir synthétiser beaucoup de cortisol. Parce qu'en fait, on va piquer, on parle de vol de prégnénolone. Du coup, la voie du cortisol va devenir prioritaire. Donc, hop, il y a comme une fuite, si tu veux, toute la prégnénolone, elle part vers la voie du cortisol. Et après, il y en a plus suffisamment pour descendre dans la cascade et amener suffisamment d'œstrogène, progestérone, testostérone, etc. Alors, là, le cortisol, il va être augmenté dans plusieurs cas. On a le stress mental, par exemple, du stress au boulot, du stress perso, quelqu'un dans son entourage qui est malade, etc. Voilà. Ça, c'est facile à comprendre. Mais après, il y a aussi des stress physiques. Et ça, chez le sportif, c'est un grand, grand classique. Quand on fait des séances d'intensité, proche de SV2 et au-dessus, on va sécréter beaucoup de cortisol. On fait des bains froids, on sécrète du cortisol. On fait du jeûne intermittent, on sécrète du cortisol. Et en fait, plus, au bout d'un moment, en fait, on sécrète des grosses quantités de cortisol. Et il y a aussi le déficit énergétique, surtout glucidique, en fait, qui va faire sécréter du cortisol aussi en plus dans un rôle un peu particulier, de néoglucogénèse, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais est-ce que je pose la question du coup, est-ce que c'est mal on dit souvent que pour créer une évolution dans le cadre du corps humain, il faut lui procurer un stress pour qu'il s'adapte, créer des adaptations. Ouais. Là, toi, tu es en train de dire qu'il y a stress, mais quand c'est trop de stress, ça va plus, quoi. Exactement. C'est une super remarque que tu fais là. On en avait un peu discuté en off la semaine dernière, mais il faut effectivement créer des adaptations. Si on prend l'entraînement que tu maîtrises bien, tu vas aller créer des adaptations en faisant des séances à VMA, PMA, au seuil, etc., pour que l'athlète s'adapte et progresse. Mais en fait, il faut pas tomber dans le surentraînement, dans le cas de l'entraînement que tu maîtrises bien. Et ben là, c'est un peu pareil avec le cortisol. On a besoin de cortisol pour vivre, c'est normal d'en sécréter, mais il faut pas toujours aller toujours plus. Ça, c'est quand même un grand classique. Tu vois, maintenant, le monde de l'ultra, le monde du trail, tu vois, on courait pas des ultras peut-être il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est devenu presque sympa d'en discuter à la machine à café avec les collègues. Le marathon, c'est un entraînement.
Le marathon, Ouais, voilà. c'est une sortie longue. Et du coup, tu vois, tu te retrouves avec des athlètes qui enchaînent plusieurs ultras dans l'année, qui mangent pas assez, etc., etc. Et tout ça cumulé va avoir un rôle important sur la prégnénolone, du coup, qui va être moins disponible. Mais il y a aussi un autre point important qui est souvent oublié, c'est que, en fait, pour sécréter du cortisol, là, c'est plutôt la version pro, je vais parler. Pour sécréter du cortisol, on a l'axe avec la CRH qui va faire sécréter du cortisol. Et en fait, la CRH, elle va inhiber la GnRH, qui est l'axe qui est dans le cerveau, l'axe avant l'ALH et la FSH, pour générer nos hormones stéroïdes. Donc, du coup, quand on sécrète du cortisol, trop de cortisol, à la fois on pique la prégnénolone, on en a plus assez, et à la fois on réduit l'axe. On se retrouve avec une LH et une FSH plus basse, et donc, du coup, on va demander encore de produire moins à nos gonades, aux ovaires. Du coup, alors, là, je dirais, cette partie-là, elle est assez simple à comprendre. Il faut arrêter de vouloir en faire toujours plus. Et toujours plus à haute intensité. Oui, toujours plus à haute intensité et toujours plus aussi à manger toujours moins, toujours plus sec, toujours du stress en plus, les bains froids, mais il y a d'autres types de stress, hein, l'altitude, etc. Tu vois, il faut arrêter de vouloir toujours plus. Oui, ça passera chez certains, mais c'est une minorité, clairement. Pourtant, les bains froids, on dit que c'est une révolution. Après, je ne sais pas si c'est. Il y a de plus en plus de solutions de bains froids, de sociétés qui se créent là-dessus. Toi, de ton point de vue là, juste oui, mais je pense que en fait, c'est comme tout, faut pas en abuser. Oui, c'est une bonne solution pour la récup, l'adaptation, etc. Comme le chaud, pareil. Mais c'est toujours une question d'équilibre en fait. Faut pas en abuser, c'est aussi simple que ça. En tout cas, pas le cumuler avec 4-5 séances d'intense dans la semaine, pas manger assez, 3 bains froids, etc., etc. En fait, c'est une question de. Tout comme on planifie pas une semaine d'entraînement avec 5 entraînements à haute intensité et un entraînement en zone 2, quoi. Ça va fonctionner 2 semaines, mais à la 3e, ça va être compliqué, quoi. Exactement. Et encore. C'est intéressant. Donc conclusion sur le focus stress. Ne pas vouloir toujours en faire plus, hein, ce que tu disais. Ouais, et il faut être vigilant, je dirais, sur cette partie-là. Ça reste quand même, en règle générale, à chaque fois que je vois des aménorrhées profondes, c'est-à-dire que vraiment l'axe, il est vraiment coupé, mais vraiment, il y a quasiment plus rien. Le cerveau, il veut plus rien entendre. Il y a un très, très gros stress derrière. Et pas un stress mental, hein. C'est pas le boulot, hein. C'est tout ce qu'on a évoqué avant. Donc en fait, si on corrige pas ça, on a beau corriger la synthèse avec cholestérol, tout ce qu'on a dit dans le chapitre d'avant, on a beau corriger la thyroïde, si on corrige pas ça, ça changera pas grand-chose à notre problème. Ok, donc on voit que c'est un problème multifactoriel, hein, qui peut être multifactoriel, donc déficit énergétique, déficit hormonal, enfin des problématiques hormonales liées notamment avec l'absence ou l'insuffisance de cholestérol, de consommation de lipides, d'augmentation de stress trop intense, trop régulier. Voilà, il y a beaucoup un déficit en fer notamment. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer tout ça. C'est vrai que quand l'argument qui tue, hein, l'argument qui revient souvent pour ces sujets-là de micronutrition, etc., c'est de dire à un moment donné, et je l'ai entendu à de nombreuses reprises, notamment dans la communauté, c'est moi de toute façon du moment que j'ai rien, que tout va bien, moi je fais pas d'analyse sanguine, je m'en occupe pas. Moi j'aurais quand même tendance à dire, et je pense que ça tombe un peu sous le sens. Alors là, voilà, je fais un peu une conclusion à ma sauce là pour l'instant. C'est pas le moment de la conclusion, mais je voulais quand même le dire. On est quand même dans un sport particulier, avec des heures d'entraînement qui sont élevées, nombreuses, avec des stress qui sont répétés, avec des situations, on pense notamment à l'état dans lequel est notre corps après un ultra, où on peut considérer presque qu'on est en état d'inflammation. Enfin, on est en état d'inflammation généralisée. Je pense que on ne peut pas, nous, ultra trailers qui faisons beaucoup d'heures d'entraînement, comme c'est vraiment à part. Est-ce que tu peux en parler de ça?
Ouais, non, mais exactement, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment faire le job sur cette partie-là. C'est ce qu'on disait un petit peu sur les nouvelles tendances. Là. Un marathon, c'est presque une sortie longue. Mais des athlètes qui ont un niveau lambda, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, j'insiste, mais qui s'entraînent 10-15 heures semaine, avec un job à côté, avec des enfants, avec une femme, si c'est des hommes, ou à l'inverse, avec un mari, et potentiellement aussi, du coup, la charge mentale qui va avec. Voilà. Et ben, en fait, on se rend pas compte, mais c'est quand même compliqué de mener tout ça de front. Déjà en soi, de base, sans le sport, c'est compliqué. Oui, et en plus, tu te rajoutes 10-15 heures par semaine. C'est aussi peut-être pourquoi aujourd'hui, on a de plus en plus, alors même si les langues se délient, comme on disait tout à l'heure, mais à un moment donné, clairement, il faut que les gens fassent attention. Ouais. Ouais, trop, ça peut être trop, quoi. Ah oui, clairement. Tu voulais parler aussi d'un sujet hyper important chez toi, là encore un sujet qui tient à cœur, c'est le SOPK, ce que tu citais tout à l'heure, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Oui. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Ouais, alors je vais essayer de faire rapide. En gros, ça touche entre 5 et 10% des femmes. L'origine du problème, il est dans un déséquilibre hormonal entre les hormones mâles, les androgènes, et les hormones femmes, oestrogène, progestérone. Et en fait, on parle d'hyperandrogénie quand on a trop d'hormones masculines, et soit l'hyperandrogénie, elle est réelle, soit elle est relative. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette partie-là. Et en fait, le problème, c'est que cette hyperandrogénie, elle va stopper la maturation folliculaire au niveau des ovaires. Du coup, on n'a pas d'ovulation, une ovulation qui est tardive, des cycles très longs. Et on se retrouve du coup avec, entre guillemets, et des gros guillemets, des kystes folliculaires. C'est pas vraiment des kystes, c'est simplement que la maturation des follicules s'est arrêtée. Et donc, du coup, ils sont visibles quand on fait une imagerie, une échographie, etc. Bon. En fait, là, c'est un sujet qui me tient effectivement à cœur parce qu'il y a une différence entre les SOPK qu'on va retrouver chez les sédentaires, qui est en grande partie, c'est pas le seul cas, attention, on va pas faire de généralité, mais c'est en grande partie lié à une hyperinsulinisme, une résistance à l'insuline. Mmh. Mais le problème, c'est que chez la sportive, il n'y a pas ou peu de résistance à l'insuline parce qu'en fait, le sport, il va augmenter notre sensibilité à l'insuline. Donc, du coup, il y a quasiment jamais d'hyper-insulinisme. Ça m'est arrivé là dernièrement, mais c'était un cas un peu particulier. Mais sinon, voilà, ça arrive très peu. Et en fait, le problème, c'est que les pros de santé, ils restent focus sur cet hyperinsulinisme qu'ils ont chez les non-sportifs. Et donc, du coup, ils vont proposer des solutions. Alors, parfois, la pilule, ça m'énerve. On en a discuté tout à l'heure. Mais ils vont parfois proposer des solutions pour résoudre l'hyperinsulinisme. Mais en fait, il n'y en a pas. Et ils vont parfois proposer aux athlètes de manger moins de glucides. Potentiellement, c'est une des sources des problèmes. Du coup, ça va empirer le problème. Donner des compléments alimentaires. Et d'où ça vient, le fait de préconiser de manger moins de glucides? Pourquoi? Parce que l'hyperinsulinisme, c'est une résistance à l'insuline. C'est le pré-diabète, on va dire. Autant pour moi, oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, tu vois, le principe de base, ça va dire hyperinsulinisme, on vire les glucides. Enfin, on réduit les glucides. Mais le problème, il n'est pas là. Il y en a besoin chez le sportif. Et puis, il n'y a pas d'hyperinsulinisme, j'insiste. Que toi tu constates par encore une fois des valeurs, des analyses très poussées, oui. Tu constates que pour ce fameux SOPK, ça vient pas de cet hyperinsulinisme parce que justement en tant que sportif, on est sans arrêt en train de solliciter la glycémie, les réserves de glycogène, et donc du coup voilà, on n'est pas soumis à ça, et donc c'est important de le dire. Et j'ai eu deux cas, deux athlètes avec des SOPK dernièrement là, et je leur ai fait doser le HOMA. Le HOMA, c'est le reflet de la résistance à l'insuline. Il n'y avait pas de résistance à l'insuline. J'étais sûr, mais au moins, vu le physique, etc., l'activité physique, il y avait quasiment peu de chance, mais j'ai préféré vérifier. Mais ils ont été chez le pro de santé. Le pro de santé a dit SOPK, résistance à l'insuline, tenez le complément alimentaire qui va bien. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de résistance à l'insuline. Et j'insiste. Donc le complément alimentaire, c'est pisser dans un violon. Le gars avait l'info qu'il n'y avait pas de résistance à l'insuline? Il l'a pas vérifié. Il part du principe qu'en fait, SOPK,
c'est forcément résistance à l'insuline. Mais il y a d'autres causes. En fait, c'est là où j'en fais un peu mon cheval de bataille. Il faut chercher en fait la cause et pas s'arrêter qu'à l'hyperinsulinisme. Il y en a pas forcément à chaque fois. Ok. Intéressant. Et du coup, chez la sportive, le problème, il est souvent d'une hyperandrogénie qu'on dit relative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément trop de testo, trop d'androgène, mais il n'y a pas assez d'oestrogène. Ok, exactement, tu as tout compris. Il n'y a pas assez d'oestrogène pour contrebalancer. Donc proportionnellement, le taux de testo augmente. Enfin, en proportion. Voilà, exactement, tu as tout compris. Okay. Et donc, du coup, en fait, le problème, c'est qu'il faut corriger les oestrogènes trop bas. Le coupable, c'est pas la testo. Ok. Et du coup, on en revient à ce qu'on a dit depuis le début. Est-ce que c'est un problème d'axe? Est-ce que c'est un problème de sécrétion hormonale? Est-ce que c'est un problème d'hypothyroïdie? Est-ce que c'est un problème de stress? Faut comprendre. On remonte, on dézoome et on essaie de recomprendre d'où ça part pour reprendre le problème à la source, quoi. Exactement. Et ça, c'est un grand classique. Tous les cas de SOPK que j'ai vus, c'est des sportives, je vais y arriver, pardon. C'était ça, une hyperandrogénie relative. Et toi, c'est des choses sur lesquelles tu arrives, j'imagine que oui, mais c'est des choses sur lesquelles tu arrives à agir concrètement sur des. Tu vois clairement suite à tes modifications de régime alimentaire que tu peux donner aux sportifs et tout, tu vois vraiment des réels impacts très nets sur que ce soit les aménorrhées, que ce soit les taux hormonaux, etc. Toi, c'est vraiment quelque chose que tu constates. Ah bah oui, clairement. Clairement, des aménorrhées, j'en ai régulièrement qui s'inversent. C'est toujours un peu long. Plus l'aménorrhée a été longue, plus c'est comme tout ça. C'est compliqué. C'est comme les tendinopathies, ça. Plus la tendinopathie traîne et plus c'est dur de la faire passer, quoi. Bah ouais, exactement. Mais clairement, oui, j'ai déjà mis quelques stories Instagram sur le sujet avec des inversions et des SOPK. De la même manière, là, je pense à une athlète, elle se reconnaîtra si elle écoute, mais qui avait ces cycles 2-3 fois par an. On a corrigé l'alimentation, on a corrigé les carences, on a fait ce qu'il fallait. Là, ça doit faire 8 mois. Elle a eu tous ses cycles en 8 mois. Voilà. Okay. Donc, c'est pas parfait encore, parce que je pense que les cycles sont encore un peu longs, à mon goût, même s'il n'y a plus de syndrome prémenstruel. Voilà. Là, on est reparti sur un bilan qu'elle devrait m'envoyer sous peu. On va voir ce que ça donne. Après, je vais affiner ce qu'on avait déjà mis en place, mais globalement, oui. En fait, alors je ne vais pas donner de faux espoirs, par contre, bien évidemment, parce que déjà, s'il y a des causes médicales, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de mon ressort. Mais ce que je voudrais que les femmes comprennent, c'est qu'il faut chercher, en fait. Faut pas s'arrêter à qu'on vous dise, vous voulez pas de bébé, donc c'est pas grave, vos problèmes hormonaux. Vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de bébé, c'est pas grave. Parce qu'il y a les conséquences que avaient évoquées Blandine et Marion dans le podcast sur le REDES. Et c'est des conséquences santé à long terme. Et du coup, il ne faut pas se laisser entendre ça. Pour le coup, je suis vraiment pas d'accord. Je pense qu'il faut creuser le sujet, vraiment. C'est un peu, de ton point de vue, j'utiliserai un peu des expressions un peu choc, mais c'est un peu un pansement sur une lame de bois ou mettre la poussière sous le tapis, quoi. Ah, exactement, c'est exactement ça. Bon. Sur le bilan sanguin, de manière un peu générale, on en a parlé tout à l'heure, notamment en ce qui concerne les normes et tout. Et on va réinsister là-dessus quand même, c'est que on est un pays, comme tu dis, au top là-dessus sur l'aspect santé, on va pas se mentir, sur les moyens qu'on a pour déterminer si on est malade ou pas. On a accès à la santé de manière assez facile, on va dire, globalement. Ouais, et les prises en charge derrière. Voilà, si on évite les cas, si on parle pas des cas particuliers. Mais globalement, il faut se rendre compte quand même que sur ces sujets-là, et encore une fois, dans un cadre aussi particulier que la pratique des sports d'endurance, et notamment l'ultra-endurance, se limiter à une prise de sang d'un médecin généraliste qui ne maîtrise pas le sujet, de manière un peu générale, sauf des médecins formés, qui sont rares, c'est trop limité. Oui, clairement. Et là, il faut que les pros de santé se rendent compte de leurs limites. Clairement. Moi, on vient me voir pour une, je sais pas moi, une grippe. Je sais pas ce qu'il faut donner comme médicament, c'est pas mon boulot. J'en sais fichtrement rien. Par contre, à un moment donné, je pense que quand il y a des problèmes hormonaux, je maîtrise suffisamment le sujet pour savoir ce qu'il faut regarder et chercher. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que je vois passer des bilans où on dit à la personne, il y a rien.
Mais en fait, on n'a pas cherché. Il y a rien dans le bilan. Il y a 3 lignes, alors qu'il faudrait beaucoup plus. En fait, il faudrait, là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais en fait, il faut écouter la personne quand elle vient vous dire qu'elle a des problèmes. Pas dans sa tête. Si la personne, elle perd ses cheveux, qu'elle est fatiguée, qu'elle a plus de cycle depuis des années, à un moment donné, il faut écouter. Vraiment. Et il faut prendre en compte ce qu'elle dit et il faut creuser le sujet. Alors après, je peux entendre que le pro de santé, il n'a pas le temps. Parce qu'il faut pas se leurrer, à quelques dizaines d'euros la consulte, on n'a pas le temps de passer 3 heures. Quand je fais des bilans, quand je travaille sur des parties hormonales, il y a plusieurs heures de boulot, clairement. Et à un moment donné, le médecin, il n'a pas le temps en 10 minutes de checker tout ça. Après, donc lui, il va au plus simple. La deuxième question derrière ça, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un réseau ou une structuration ou une prise en compte de la problématique qui permettrait à un médecin de pouvoir s'appuyer sur une liste, par exemple, de gens qui sont formés à ce sujet? Je suis pas persuadé. Non, clairement pas. Ils vont réorienter souvent vers l'endocrino, et encore, c'est parfois un peu compliqué. Faut que le sportif insiste 2, 3 fois, 4 fois pour avoir possibilité d'avoir une préco pour aller chez l'endocrino. Mais après, l'endocrino, il faut aussi tomber sur quelqu'un qui maîtrise. Tu as des endocrinos qui sont spécialisés diabète. Ils voient un sportif. Parfois, ils vont même pas faire une différence entre un coureur de long et un coureur qui fait du semi-marathon ou même qui court sur piste. Alors que les impacts physiologiques n'ont absolument rien à voir, en fait. Et hormonaux. Ah bah oui, clairement. Mon médecin G, il est persuadé que je cours sur route alors que j'ai jamais fait de marathon. Tu vois? Et je fais du long en trail, pour le coup. Mais j'ai beau lui avoir expliqué plusieurs fois, en fait, elle comprend. Enfin, pour le coup, elle saisit pas. Et pourtant, l'impact derrière, il est très très important. Après, attention, hein, je pense que tu iras dans mon sens. On n'est pas là pour taper du tout sur les médecins généralistes. Ils sont là pour détecter des pathologies, on va dire, pour être la première chaîne du maillon qui va permettre de détecter des anomalies. Ils sont à aucun moment ils peuvent être formés en tout. Un médecin généraliste, c'est pas quelqu'un qui sait tout sur tout, au contraire. Donc on n'est pas du tout là pour leur taper dessus. Par contre, effectivement, il faut que les auditrices et les auditeurs, enfin les auditrices en l'occurrence, soient bien conscients que c'est pas chez le médecin généraliste qu'ils vont trouver la solution à leur problème, en grande partie. Non, il faut que le médecin généraliste il réoriente. Et c'est là, effectivement, le médecin généraliste, je lui tape pas dessus. C'est normal qu'ils savent pas. C'est pas son job. Et du coup, par contre, il faut qu'il écoute la sportive et il faut qu'il arrive à réorienter vers la bonne personne. C'est aussi simple que ça, très honnêtement. Sur le bilan sanguin, alors moi je vais partager un peu mon expérience, même si c'est vrai que c'est pas celui d'une femme. Enfin, pas que je sache. On a fait un bilan sanguin ensemble parce que, comme je le disais, j'avais eu des petits soucis liés à ma préparation à l'ultra de Madère l'année dernière, où j'avais constaté des différentes anomalies, des différents problèmes de fonctionnement, notamment en lien avec la libido, la testostérone. Alors je le dis de manière très très ouverte, je suis très ouvert là-dessus. Et donc on a fait des tests poussés, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement, comme je pense une grande majorité des hommes dans ce cas-là, il y avait un souci de testostérone parce que c'est l'endurance et notamment l'ultra-endurance et le volume à outrance agit sur cet aspect-là. Donc je vous partage ça, c'est pas le sujet de l'épisode, mais c'est pour dire que voilà, ces analyses poussées qui permettent de déterminer un peu globalement le profil d'une situation. Comme tu le disais tout à l'heure, et ça je pense que tu tiens beaucoup, c'est avoir une vision globale avec tout un tas de paramètres qui permettent de comparer, de faire comme une espèce de travail de détective, quoi, presque. Hein. C'est exactement ça. Et en comparant avec pas uniquement les valeurs qui ont été relevées pendant les prises de sang, mais aussi avec ce que te dit le patient, quoi, la personne que tu as en face. Ouais, exactement. C'est important d'avoir. C'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est vraiment une détective, un petit peu. Tu prends plein d'infos, que ça soit ce que mange la personne. Tu vas poser plein de questions sur plein de sujets. Je te les ai posés. Ça va assez loin dans la vie privée. Et ensuite, le bilan sanguin, en fait, il va venir que confirmer. On pourrait parfois presque faire ça qu'avec les questions et le mode de vie de la personne. Et mais le bilan sanguin, il vient là, hop, ça confirme. Voilà. Du coup, je sais exactement ce que je dois modifier dans le mode de vie, dans l'alimentation, parce que j'insiste,
je ne touche qu'à ça. Je n'ai pas, je suis pas médecin, donc je n'ai aucun droit de prescrire des traitements hormonaux, etc. Je ne touche qu'à la partie alimentation, micronutrition et phyto. Très clair. Si on veut passer à la partie maintenant conclusion générale, est-ce que tu peux récapituler les 2-3 points clés de notre discussion? Alors, les points clés, ils sont, je dirais, que les interactions, en fait, elles sont nombreuses. On a vu que ça part du cerveau, déjà pour commencer. Donc, il faut, je vais pas tout réénumérer, mais il faut que le cerveau soit OK, je dirais, pour pas être en mode survie, pas être en mode je limite parce que j'ai plus de batterie, parce que je manque de masse grasse, parce que je mange pas assez, parce que je fais trop de sport, etc. Ensuite, on a toute la partie synthèse hormonale, avec les carences associées qu'on a évoquées, avec la mitochondrie, etc. On a fait le focus sur la thyroïde, qui est important parce que quasi systématiquement, il y a un problème sous-jacent d'hypothyroïdie, et l'hypothyroïdie, elle est souvent légère. Donc en fait, souvent, elle est un petit peu occultée, et on n'y fait pas attention alors qu'elle est très importante. Et après, le focus stress, comme on a dit. Et puis, ça, je dirais, j'ai expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Mais il faut, on l'a dit plusieurs fois, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Parce que les carences nutritionnelles, elles expliquent pas tout. Il faut aussi aller travailler sur le stress et tout ce qu'on a évoqué au fil de la discussion. Et je dirais, tu l'as évoqué tout à l'heure, même si j'ai essayé de donner des éléments de réponse pour que les femmes, elles puissent un peu s'en sortir toutes seules, parce que je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de personnes formées sur le sujet. Donc en fait, à un moment donné, elles se retrouvent un peu face à elles-mêmes. C'est malheureusement comme ça, parce que toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant sur les prises en charge où on n'est pas capable de réorienter. Et puis les personnes qui maîtrisent, il y en a globalement peut-être pas assez. Et du coup, j'ai quand même essayé de donner des éléments pour qu'elles avancent. Mais après, à un moment donné, oui, il faut quand même essayer de se faire accompagner par quelqu'un. Parce que c'est un sujet, tu vois, là, on a essayé de le simplifier. Mais il y a peut-être des dizaines de sous-autres causes que j'ai pas évoquées. Bien sûr. Que je peux pas évoquer. On pourrait faire un podcast, tu vois, une formation en hormono, c'est plusieurs journées. Avec plusieurs centaines de slides de formation. Tu peux pas résumer ça en 1 heure, 1 heure et demie. Là, j'ai essayé d'évoquer les cas que je vois quasi systématiquement. Okay. Pour que les femmes, elles essayent ça leur donne des pistes vraiment. Pour que ça me tient à cœur parce que j'ai des demandes tellement systématiques que ça devient compliqué à gérer. Ouais. Et aujourd'hui, toi, on va le dire clairement, tu ne pourrais pas orienter vers d'autres spécialistes que tu sens en capacité d'aider les femmes aujourd'hui? Si, je le fais un petit peu, mais c'est toujours un peu compliqué parce que souvent, en fait, elles viennent par recommandation, bouche à oreille, et en fait, elles veulent que ça s'en va qui m'en occupe. Bien sûr. Donc, c'est toujours un peu compliqué, et du coup, parfois, les femmes me disent, je préfère attendre 2 mois, 3 mois, que j'ai une place qui se libère plutôt que je réoriente. Et est-ce que je veux quand même poser la question au cas où, mais est-ce qu'il y a un site ou un lien qui nous permettrait un peu d'avoir au moins des contacts qui nous rapprocheraient de ce type de professionnels de santé là, des outils, je sais pas. Je te dirais non. Il y a un livre très bien de Guénaël Abéguilé sur Wonder Ovulation. Je sais plus le titre. Je crois que le titre du livre c'est ça. Clairement, je recommande à toutes les femmes qui ont des problèmes hormonaux de lire ce livre. J'ai même un athlète qui est coach, qui l'a acheté pour comprendre comment fonctionne le cycle féminin, pour pouvoir mieux suivre ses sportives. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et ensuite, il l'a offert à sa femme pour que sa femme creuse le sujet pour elle-même. Okay. Mais ça, clairement, ce livre-là, je pourrais te le mettre le lien pour que tu mettes dans les notes de l'épisode. Ça, clairement, c'est une bible. Okay. Il y a beaucoup d'infos que j'ai données là qui sont résumées dans le livre. Et j'invente rien. Ça sort pas de mon imagination, tout ce que j'ai évoqué là. Ça sort des études, ça sort de formation. Et puis tu pratiques aussi, donc tu sais oui, bien sûr. impacts ont. Exactement. Oui, clairement aussi.
Après, il y a aussi du coup la page Instagram de, pareil, Guenel Abéguilé, Wonder Ovulation, qui est une mine d'infos. Voilà. Mais après, globalement, je dirais c'est un peu le bouche à oreille, malheureusement, qui fait que on se retrouve avec, par exemple, il y a des personnes qui vont très bien gérer l'endométriose, et voilà, mais qui vont moins maîtriser la partie troubles hormonaux chez une sportive d'endurance, parce qu'on est quand même, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sport très particulier. Absolument. Non, mais ça c'est clair que je pense qu'on va clôturer là-dessus, on va conclure là-dessus, c'est que, encore une fois, j'insiste, ne sous-estimons pas l'impact de notre sport, de la pratique du sport d'endurance à haut volume d'entraînement et de temps. C'est clair que aujourd'hui, on a un peu quand même tendance, comme tu le disais tout à l'heure, à avoir des gens qui ont déjà des vies bien remplies et qui essayent d'avoir les mêmes volumes d'entraînement que les élites, sachant que on n'a pas tous le même emploi du temps, bien qu'il y ait beaucoup d'élites qui travaillent aussi en parallèle, ça c'est clair. Mais voilà, on est dans un sport assez particulier où il faudrait pas qu'on banalise. Alors, on essaie ici sur le podcast de pas trop banaliser l'ultra, mais je pense que c'est aussi intéressant de mettre en avant le fait que ce sport, il est particulier dans les impacts et les conséquences que ça peut avoir sur la santé générale. Et ça, c'est peut-être un peu tabou aujourd'hui de le dire, mais il faut en parler, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je dis souvent qu'à partir d'un certain volume horaire, on n'est plus sur un sport santé. Faut pas se le cacher. À partir de je dirais au-dessus. J'aime pas généraliser, ça va dépendre des personnes, mais peut-être au-dessus de 15 heures. Bon, ça va, je suis à la limite. Et après, ça va aussi dépendre de comment tu le fais dans ta saison. Si c'est 15 heures sur un bloc de prépa particulier, exactement, c'est OK. Ouais. Si derrière tu récupères de ton ultra, c'est OK. Mais si tu es à 15-20 heures toute l'année, tout le temps, non, c'est pas du sport santé. C'est pas tenable. Je partage. Sur le long terme. Je partage. Pour ça que c'est intéressant, c'est hyper important de choisir ses objectifs, de pas en choisir trop. Comme tu le disais, de couper, de sectionner un peu sa saison en plusieurs parties pour pouvoir faire des temps forts, des temps faibles, pour régénérer, parce que voilà, moi je suis assez d'accord, à un moment donné c'est peut-être tabou de le dire, mais non, l'ultra ou le trail-long ou les gros volumes, on n'est plus dans du sport santé. Alors après, effectivement, on peut avoir un axe de réflexion assez qualitatif, dans le sens où, comme j'estime le faire moi, faire une analyse de sang assez régulière pour voir s'il n'y a pas des trucs trop déconnants, et puis s'intéresser surtout à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que d'un point de vue un peu simpliste, on pourrait dire moi je vais bien, tout va bien, voilà, un peu à l'image de ce que tout le monde dit, c'est-à-dire moi je mange bien, je fais ce qu'il faut, mais en fait si on regarde un peu plus près, on se rend compte que comme tu le disais tout à l'heure aussi, les politiques d'autruche, et surtout les conséquences, elles peuvent arriver plus tard et en boomerang, quoi. Oui, clairement. Donc c'était hyper intéressant. J'espère que ça n'a pas été trop pointu et trop technique. En tout cas, moi je me suis régalé. J'espère que ça répondra à certaines des questions. Ça alertera peut-être aussi certaines sportives qui seraient éventuellement dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu voudrais clôturer? Qu'est-ce que tu voudrais dire, Seb, pour terminer cet épisode? Je voudrais te remercier déjà, parce que c'est un sujet compliqué. Je sais pas si ça va faire beaucoup d'audience. Ça parlera peut-être déjà tous les hommes. 3 millions. Avec plaisir, mais tu vois, c'est peut-être pas le sujet à la mode, mais en fait, si ça peut aider des femmes, ça me suffit. C'est top ce que tu fais, merci pour tout. En tout cas, merci encore une fois pour ton soutien dans la communauté, Seb. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. En plus, je tiens à le dire quand même, t'es pas avare de partage dans la communauté. Ceux qui sont dans les Patreons le savent, et je tenais à te remercier pour ça. Avec plaisir, c'est normal. Bonne soirée. Merci à toi aussi. À très bientôt. Salut. Bye, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que tu as apprécié cet échange avec Sébastien Dieffenbrom, micronutritionniste spécialisé dans les soucis hormonaux, que je remercie énormément, d'une part pour le temps qu'il a accordé au LTP et pour son partage d'expérience et de connaissances, et d'autre part pour soutenir le LTP.
en étant dans la communauté des Patreons. J'espère que ces échanges ont permis de vous faire passer quelques messages et de vous apprendre aussi quelques éléments pour vous éviter les principaux pièges dans lesquels on peut tomber. N'hésitez pas également à vous rendre dans les liens en commentaire de l'épisode pour retrouver les différents éléments qui vous permettront de nous contacter, notamment en consultant le document qui a été mis à disposition par Sébastien Diefenbrom qui récapitule les principaux éléments que nous avons abordés dans cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez à letstry08@gmail.com. Je me ferai un plaisir de transférer vos messages à Monsieur Diefenbrom. Si tu souhaites nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Tu peux également me suivre à titre perso sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Et si tu veux aider le LTP, n'hésite pas à te rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, à y mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire. Si tu veux également aider le LTP, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. Ça augmente la communauté des auditrices et des auditeurs du LTP. Et puis enfin, si tu veux vraiment aider de manière significative le LTP, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast pour aider financièrement le LTP et puis pour intégrer cette magnifique communauté. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut!